de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le grand JT de l'éducation. Tout de suite, le sommaire. Pourquoi l'école va-t-elle si mal? C'est le titre du livre de notre invité Gilles Descas. Et nous allons répondre à cette vaste question dans notre question du jour grâce à sa présence sur ce plateau. Et émission spéciale crise de l'éducation nationale avec un deuxième invité, Sylvain Bersinger, qui nous parlera de son livre. Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs? Ce sera dans la deuxième partie de l'émission. Enfin, dans sa chronique Vue à l'étranger, Guillaume Buan nous parlera de la crise des crèches privées. Mais tout de suite, on fait un point sur l'actualité de l'éducation, toujours avec Guillaume. Bonjour. Bonjour Virginie, bonjour à tous. Pour débuter, quelques jours après la sortie de 2 enquêtes choc sur l'envers du décor des crèches privées, le gouvernement passe à l'action. Effectivement, B-Business et le prix du berceau, 2 ouvrages publiés en librairie avec un constat alarmant sur l'organisation de ces établissements. Des couches qui n'ont pas été changées pour faire des économies ou encore des portions de nourriture insuffisantes, voire des cas de maltraitance physique. Et cette question, est-ce que nos bébés en fait sont en danger dans les crèches privées? Eh bien, invité du grand rendez-vous européen CNews, Aurore Berger, ministre des Solidarités et des Familles, appelle à davantage de contrôle. C'est la question des contrôles dans ces établissements. Et là, il y a 2 types de contrôles. Il y a les contrôles dans les établissements eux-mêmes. Ce sont les départements qui ont la main sur ces contrôles via les PMI, protection maternelle et infantile. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on se renvoie la balle en disant ça c'est l'État, ça c'est les départements, on s'en fiche. Ce qui compte, c'est qu'on contrôle ces établissements et donc on aide les départements à avoir des systèmes d'alerte qui soient bien plus efficaces. Je vais réunir dans les prochains jours tous nos préfets. Les préfets qui agissent dans les départements, leur demandant de croiser toutes les données qui sont à la disposition justement des départements et de l'État. Parce que quand vous croisez les données de l'inspection du travail, de la sécurité sanitaire, alimentaire, des PMI, vous identifiez quand même assez vite s'il y a des établissements à risque, de manière à ce qu'on aille faire des contrôles très ciblés, très rapides dans ces établissements. Et si certains ne respectent pas la sécurité qui est nécessaire pour nos enfants, alors il faudra les fermer. Par ailleurs, toujours sur Europe 1, la ministre annonce la convocation cette semaine de 4 grands groupes privés. Babylou, Grandir, Les Petits Chapeaux Rouges, La Maison Bleue ou encore People and Baby. Selon les 2 ouvrages, la rentabilité et le profit seraient notamment prioritaires au bien-être de ces enfants. Aurore Berger qui souhaite également changer la loi et ainsi permettre des contrôles directement au siège de ces entreprises. Direction Orléans à présent, où une trentaine de professeurs du secondaire a remis symboliquement sa démission au président de l'université. Alors pourquoi, allez-vous me demander? Bien selon eux, c'est une question d'équité. Alors qu'ils effectuent des tâches administratives comme l'encadrement des équipes, la création de planning, voire la relation avec les entreprises, eh bien, il s'agit des enseignants venus du secondaire qui dépendent de l'éducation nationale mais qui sont donc affectés dans le supérieur. Ils demandent la même revalorisation salariale que leurs collègues enseignants-chercheurs, soit une prime de 6 400 € annuels au lieu des 3 200 proposés actuellement par le ministère de l'Éducation nationale. Alors face au président de l'université d'Orléans, les démissionnaires ont engagé le dialogue. Les enseignements pour les étudiants ne devraient toutefois pas être perturbés par cette démission collective, mais rien n'est clairement prévu pour la reprise à la fois des tâches administratives dont les démissionnaires vont tout simplement se désengager. Poursuivons désormais avec la question du logement qui reste toujours très difficile pour les étudiants. Et qui reste très d'actualité également en Bretagne et notamment du côté de Rennes. La pénurie de logements étudiants atteint des niveaux record selon nos confrères de France Bleu, à tel point que la présidence de l'université lance un appel auprès de son propre personnel pour proposer des chambres, en espérant à terme bien sûr des solutions plus durables. Alors que ce soit en résidence universitaire avec le Crous ou encore dans les parcs privés, la pénurie de logements est très grande, au point que certains pensent même d'ailleurs à renoncer à leurs études. Les origines de ce problème commencent à être connues dans la ville de Rennes, puisque c'est une ville qui devient très attractive, la population étudiante augmente également, par conséquent les loyers augmentent là aussi. Par ailleurs, les plateformes de location comme Airbnb font du mal à ces étudiants. Ils ne sont pas adaptés à leurs besoins, eux qui recherchent une location plutôt longue durée, alors qu'on sait très bien que Airbnb c'est du plus court durée, et puis ils ne peuvent également pas bénéficier malheureusement des APL.
Pas de cahier, pas de feutre effaçable, parfois même pas de manuel de lecture. Rentrée très compliquée pour 30 écoles publiques du Mans. Sur les 70 que compte la ville, plus de la moitié n'a pas reçu une partie du matériel, voire rien du tout. Un problème que les équipes enseignantes ont découvert en revenant au travail la semaine dernière. Place alors au système D pour parer à l'urgence et assurer un bon déroulement de cette rentrée. Les équipes vont racler les fonds de tiroir, vont taper dans les réserves, vous demander même à d'autres écoles. Bref, est-ce que c'est une question d'argent? La ville répond que non, puisqu'elle avait passé un contrat sur 4 ans qui malheureusement arrivait à échéance en juillet, donc à la fin de l'année scolaire, et qui n'a pas été renouvelé. Les prix se sont tout simplement envolés malgré les 1 million d'euros mis sur la table par la commune. Conséquence, le marché est clos, plus possibilité de prendre de nouveaux matériels. Toutefois, un nouvel appel d'offres a été lancé avant les vacances. La ville se veut toutefois rassurante. Il faudra toutefois attendre un petit peu de temps avant que le matériel arrive dans les classes. Enfin, cocorico, les écoles de commerce françaises sont classées parmi les meilleures au monde pour les masters de management. Selon un dernier classement 2023 des masters de management, effectivement établi par le Financial Times, HEC est en première position. Pour la première fois depuis 15 ans, l'école francilienne accède au Graal après avoir été abonnée aux deuxième places pendant une dizaine d'années. HEC, dont le campus est basé dans les Yvelines, répond également haut la main à toute une série de facteurs fournis par les 100 établissements qui participent tout simplement à ce classement. L'école est portée par également le salaire des alumni, critère qui représente 16% de la note. Et puis, tout simplement, ce master du management dans cette école se classe 5e au niveau des questions environnementales, sociales ou encore de bonne gouvernance grâce à la proportion d'heures de cours consacrées à ces sujets et aux solutions qui permettent à cette organisation d'atteindre un bilan énergétique neutre. Par ailleurs, dans ce classement, une école sur 5 est française. On a le SCP en 4e position, encore l'EDEC qui est 11e aux portes du classement. Merci Guillaume. Une quarantaine d'années dans l'éducation nationale où il a été à la fois professeur, principal mais aussi inspecteur. Aujourd'hui à la retraite, Gilles Descas signe un ouvrage bilan, Assassin, et partage ses constats sur l'éducation. Pourquoi l'école va-t-elle si mal? On en parle tout de suite avec lui. Pour en parler donc, je suis ravie d'accueillir Gilles Descas. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Pourquoi l'école va-t-elle si mal aux éditions de la Guillotine? Vous voyez déjà que la messe est dite. Ce livre est sorti le 2 août dernier et je vous le conseille fortement pour ceux qui sont passionnés d'éducation, mais pour aussi tous les autres, pour pouvoir comprendre aussi comment fonctionne ce monde-là et pour aussi se poser peut-être toutes les questions essentielles que vous ne vous êtes pas encore posées. Donc livre, Pourquoi l'école va-t-elle si mal? Sorti aux éditions de la Guillotine. Vous avez exercé, Gilles, toutes les fonctions au sein de l'éducation nationale, ou presque, et dans les territoires d'outre-mer. Vous signez donc un ouvrage de passion et de colère, si je puis dire. Mais une colère, j'ai l'impression qu'une colère positive. Une colère d'avoir envie que ça change. Un dessous des cartes, comme vous le dites vous-même. Et si vous permettez, vous allez répondre à cette question de la passion et de la colère. Mais je vais reprendre juste vos premiers mots. Le livre, le cri, devrait-on dire. Le livre Cri, donc, de Gilles Descas est un symptôme. Ni le premier, ni le dernier. Mais chaque marée de notre histoire rejette sur la plage un cadavre qui bouge encore l'éducation nationale. Il bouge encore et appelle les secours, une réanimation, des soins intensifs, une réinvention de soi. Ce sont les premiers mots du livre. Absolument. Et ces premiers mots sont simplement liés à la durée du problème. C'est-à-dire qu'on ne peut pas poursuivre des années et des années, continuer à accepter la dégradation des résultats, continuer à accepter le malaise et le mal-être aussi de l'ensemble des acteurs, sans s'interroger profondément sur les causes. Parce qu'à un moment donné, vous avez, depuis l'arrêt de la massification, où l'ensemble de toutes les classes d'âge vont jusqu'à 16 ans à l'école et jusqu'au collège, on a du mal à trouver une direction commune, un sens commun. Et alors, on constate comme impuissant ce malaise et la dégradation des résultats. Alors, à un moment donné, les réformes se succèdent, les alternances politiques également, et pour autant, rien ne change. Alors mon propos, ça a été, puisque j'ai
j'ai vécu avec passion, justement, tous les métiers que j'ai exercés, inspecteur d'éducation nationale, chef d'établissement, professeur et en début de carrière instituteur. Il y a une forme de regret, de passion du métier et en même temps un regret puissant que les choses ne changent pas. Alors je me suis dit, à un moment donné, qu'est-ce qui se passe au fond pour qu'on en soit là, voilà. Et donc là, le diagnostic est posé, allons chercher ailleurs que les raisons traditionnelles. Oui, parce qu'un diagnostic, évidemment, tout le monde le fait, à la fois au sein de l'éducation, puis aussi nos hommes politiques, ceux qui ont, comme vous le dites, successivement voulu changer et voulu réformer cette école. Cette préface signée par Michel Cardoz, il dit, après certains mots, il dit, mais finalement, Gilles Descaves, beau connaisseur de l'intérieur, fort dans son expérience, dresse des tableaux impressionnants, mais parle-t-il uniquement de l'école? Et c'est juste en petite introduction à notre échange, effectivement, l'école, est-ce que c'est l'illustration d'une société qui vacille? Voilà, parce que c'est une société à l'intérieur de laquelle il n'y a pas de confiance. Et on ne peut pas faire société, et l'école étant une partie de cette société, évidemment, ne fonctionne pas avec la confiance. Qu'est-ce que je veux dire par là? Pour fonctionner, pour dresser, pour bâtir une école du XXIe siècle, il faut nécessairement une coopération intercatégorielle. Les professeurs à eux seuls ne suffiront pas à supporter tous les enjeux de nos sociétés, celles des parents, celles de l'école elle-même. Les cadres aussi. Donc il faut une coopération. Et pour qu'il y ait une coopération, il faut de la confiance. Qu'est-ce que ça veut dire? Comment voulez-vous que les cadres supérieurs, c'est-à-dire les directeurs académiques, leurs adjoints, tous les inspecteurs pédagogiques régionaux, ils sont nombreux, tous les cadres aussi du ministère à la rue de Grenelle, comment voulez-vous qu'on ait de la confiance alors que d'abord ils ne parlent jamais? Ces cadres supérieurs ne parlent jamais, y compris sur les sujets brûlants d'actualité, ils s'en gardent bien. Et ensuite, ils proposent un pilotage à la lumière des slogans successifs des années scolaires. Par exemple, l'école, faisons-la ensemble. Attendez, comment voulez-vous organiser de la confiance auprès des professeurs et de l'ensemble des acteurs lorsqu'on dit l'école, faisons-la ensemble? Ça n'a pas de sens, peut-on trouver son contraire? Qu'est-ce qu'elle vous choque? Qu'est-ce qui vous choque, je veux dire? C'est que l'école est présentée comme une sorte de marchandise avec un slogan commercial, faisons-la ensemble. Est-ce qu'on pourrait dire l'inverse? Donc ça n'a pas de sens. Vous voyez, l'école de la confiance. Comment peut-on imaginerait-on une école de la défiance? Vous voyez? Ça, c'est le premier point. Ensuite, comment voulez-vous installer de la confiance, puisque c'est bien cela qui fait société, lorsque vous avez une mesure qui vient de s'appliquer, là? On est en train de dégager des heures, des instituteurs, enfin moi je vais des professeurs des écoles. Ah oui, pour les maths et le français. Voilà. Et on dit, voilà, ils vont aller faire du soutien en 6e, en maths et en français. Bien. Alors vous vous rendez compte, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils n'auraient pas été capables pendant 5 ans eux-mêmes d'assurer la tâche. Et en creux, ça veut dire que les professeurs du second degré ne seraient pas habilités ou capables d'organiser ce soutien. Et pire, comme une sorte de résultante, le système avoue que finalement les élèves sont incapables. Ce que vous dites, c'est une humiliation qui est ressentie au quotidien et une ingérence du coup de l'administration et de l'État dans un métier qui n'est pas le leur? Absolument. Beaucoup n'ont jamais fréquenté de salle de classe. Et je reviens aussi au fonctionnement de cette hiérarchie. Vous avez les chefs d'établissement qui, en Allemagne, ont un service auprès des élèves, ce qui permet de mesurer au quotidien l'état de leur établissement et puis également le niveau d'abstraction des élèves. C'est-à-dire comment ils appréhendent toute les nouvelles littératures, les nouveaux enjeux, notamment les enjeux numériques du XXIe siècle. Pourquoi l'école va-t-elle si mal? Trucage, immobilisme, faux semblant. Vous parlez d'un millefeuille de sollicitations en disant, je cite, « L'État confie en effet aux professeurs le soin de pallier les déficits collectifs de la jeunesse concernant le vivre ensemble ». Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Écoutez, l'école française s'est bâtie sur une identité verticale. Oui. Elle a été la construction au 19e et au 20e siècle du pays. Elle y a participé. Et donc, c'était l'école du savoir qui a été, au-delà de l'école, un symbole de la République.
Et donc, ça a participé à toute l'histoire et elle avait un rôle très au-delà d'elle-même. Je pense que maintenant, l'école a simplement un rôle doit garder essentiellement un rôle de formation, puisque le rôle du savoir-être a été pris en charge, surtout après la Seconde Guerre mondiale, par toute l'éducation populaire qui a envoyé des générations entières de jeunes dans les centres aérés, dans les centres de vacances et dans les centres de loisirs, les fameuses colonies de vacances, où là on apprenait le savoir-être, où là on savait ce que c'était que vivre ensemble. Or, le vivre ensemble, dont on peut décliner aussi les aspects par la laïcité, par exemple. Ça ne se décrète pas avec une affichette avec 10 points. Toutes ces semaines pour ci, ces campagnes de ça, etc., toutes les informations qui sont demandées aux enseignants, ça ne se décrète pas en une journée par des campagnes publicitaires ou des mobilisations à la semaine. Non, ça se vit au long terme, pendant des années et des années. Et comme ce pan de la formation de la jeunesse a été abandonné, par qui elle a été abandonnée? Pour des raisons économiques. Dès 1985, la désindustrialisation a fait en sorte que les comités centraux d'entreprise disparaissent peu à peu, et donc les enfants sont restés en quelque sorte chez eux. Et donc, on a demandé à l'école peu à peu de venir remplacer ce rôle-là. Mais l'école française n'est pas faite, et notamment avec la formation des professeurs, n'est pas faite pour ça. C'est l'école du savoir, et un savoir vertical. Quand vous dites vertical, on pourrait peut-être mal le comprendre. C'est pas vertical dans le sens de on applique et l'élève doit se taire. Je vous pose cette question. C'est bien vertical dans le sens où les professeurs sont les sachants, ont la connaissance et ils transmettent. C'est peut-être ça qu'on a perdu. C'est peut-être ce lien en fait. Non, la verticalité, c'est surtout le devoir de loyauté du fonctionnaire qui se transforme en soumission, voire en asservissement. C'est-à-dire que vous avez le drame vient vraiment de ces cadres dirigeants, de tous ces cadres dits supérieurs, dont le fonctionnement se limite à une auto-administration. C'est ça qu'il faut absolument comprendre. Et qui entraîne, je l'ai écrit dans une tribune de Mediapart, le ruissellement de la défiance. Que se passe-t-il? Un exemple. Juste dans les boîtes mail des chefs d'établissement, la circulaire sur l'abaya est arrivée l'avant-veille de la rentrée. Oui. Est-ce sérieux? Non. En général, les directives politiques arrivent le jeudi dans les boîtes académiques, les boîtes des responsables. Elles ont été annoncées en direct par le ministre, parfois dans des lieux incongrus. Je passe là-dessus. Elles ont été annoncées la veille. Donc, en fait, l'administration court derrière. Et que se passe-t-il? Donc, les recteurs font une réunion immédiatement derrière, qui dure 4 heures, des heures interminables de réunion. Cette réunion est déclinée ensuite dans le département, 4 heures interminables. Puis ensuite dans les établissements, des heures interminables, parce qu'il y a beaucoup d'établissements, dans des petits départements, une vingtaine de collèges, etc. Mais voilà. Donc vous avez des réunions, je sais pas moi, une information, vous avez des heures, 30 heures, 40 heures de réunion pour distiller une information à caractère politique, plus ou moins une circulaire d'ajustement qui vient d'être mise en pâture le jeudi. Voilà. Et donc vous avez une déperdition. Pendant ce temps-là, ces gens-là ne réfléchissent pas à ce qui... Alors que ça devrait être leur rôle. Ne réfléchissent pas aux enjeux de l'école. Que se passe-t-il dans les écoles? Et oui. Vous comprenez? Et là, tout à fait. Ce que vous dites, ça fait référence évidemment à un cri, notamment des directeurs d'établissement et professeurs, justement sur l'abaya et sur ces tenues vestimentaires religieuses, en tout cas ostentatoires religieux. La question a été posée longuement. Pourquoi ont-ils mis, pour ceux qui sont pour, autant de temps à statuer en laissant justement les directeurs d'établissement seuls, sans savoir ce qu'ils devaient faire? Écoutez, il n'y a rien de nouveau ici, il n'y a absolument rien de nouveau. Hein, c'est juste, ce qu'on vient de voir là, avec la circulaire d'application sur l'abaya, il n'y a rien de nouveau. Ce n'est pas une nouvelle loi, c'est juste l'application de la loi de 2004. Exactement. Absolument, il n'y a rien de nouveau. On nous fait croire que quelque chose d'absolument novateur vient de tomber. C'est une annonce politique, c'est de la communication. Voilà, c'est de la communication politique. Mais justement, ça participe à l'immobilisme. Pourquoi aucune décision n'est prise? Je rappelle que ça démarre depuis octobre 1989, avec l'histoire du foulard à Creil. Donc vous vous rendez compte, ça fait plus de presque 25 ans que la situation perdure, avec les aléas de l'événementiel qui remet ce problématique au goût du jour. Pourquoi? Mais parce que ce sont les statuts qui parlent chez ces cadres. C'est-à-dire que moins je me positionne, moins je m'affiche, plus j'ai de chances de progresser dans ma carrière.
Ils sont payés pour être responsables, ils sont payés pour faire appliquer. Sauf que si ils exercent ce droit, ils ont toutes les chances de déplaire et d'ameuter la presse qu'ils redoutent par-dessus tout. C'est le fameux pas de vaguisme. Voilà pourquoi on en est là. Mais devant la pression sociétale, devant parfois aussi des enjeux politiques très au-delà, alors un ministre a dû néanmoins s'avancer. Voilà. Et pour aider les chefs d'établissement. Mais c'est encore un leurre. Je vais vous dire pourquoi. Parce que cette histoire-là est double. Certes, ils n'auront pas le droit d'aller en classe, parce que l'abaya est ni plus ni moins qu'un habit religieux. Si ce n'était pas un habit religieux, pourquoi alors le Conseil musulman aurait-il un avis? S'il émet un avis, c'est bien que c'est un habit religieux. Peut-être qu'on lui demande de mettre un avis. Justement, mais s'il n'était pas concerné, il n'aurait pas à en donner. Donc c'est clairement une tenue religieuse. Mais que se passe-t-il là encore? Vous avez un double discours. Quand je parle de faux semblants, voilà un exemple. Les élèves n'iront pas en classe. Mais ils sont accueillis dans l'établissement par rapport à l'obligation d'accueil de scolarité, en tout cas pour les élèves mineurs. Donc vous avez un discours public qui dit que les élèves n'iront pas en classe, mais ils vont être dans la cour, ils vont être dans la vie scolaire, ils vont être auprès des surveillants, qui vont passer leur temps à discuter justement. Et avec le conseiller principal d'éducation, que j'ai été un temps, passé un temps fou, vous imaginez, un élève qui arrive avec dans un lycée de 1200 élèves. Il y en a pour la journée, madame. Il y en a pour la journée de travail. Quant au chef d'établissement, il va falloir aussi qu'il passe toute sa journée à discuter avec la famille, puisque c'est bien l'objectif de la circulaire, de discuter préalablement. Donc voilà encore un faux semblant. Non, l'élève va rentrer dans l'établissement. Il ne sera pas dans la classe symboliquement, vous comprenez? Donc là, voilà encore un faux semblant, et voilà aussi pourquoi les statuts prédominent sur toute pensée positive. Gilles Descas, vous n'êtes pas le seul à être en colère sur cette école que vous aimez tant, que vous défendez évidemment, et dont vous aimeriez qu'elle se rétablisse, ou qu'en tout cas qu'elle aille mieux. Vous vous dites même exaspéré par les livres témoignages qui ne font que collecter les plaintes sans jamais se livrer à l'analyse de fond que l'on fait ici ensemble. Mais cette accumulation n'est-elle pas, à votre avis, en train justement d'alerter les pouvoirs publics, vous comme tous les autres? Écoutez, les propos de l'association des stylos rouges qui sont dans la plainte perpétuelle. J'ai entendu un essayiste ces temps-ci qui revient sur des formules complètement éculées du collège unique. Oui. On supprime, toutes ces formules magiques, c'est-à-dire il y en a beaucoup, c'est vrai. Il n'y a qu'à supprimer le collège unique. Et puis il n'y a qu'à aussi enlever de la mixité, puisqu'il semble-t-il, selon lui, la mixité, c'est la paix intérieure, le faux semblant des classes dirigeantes ou de la bourgeoisie. Écoutez, la mixité, on règle le problème. On parle de mixité sociale, c'est pas sociale, pour ceux qui nous entendent. Mixité sociale, on a tous les scientifiques, les pédagogues, universitaires qui ont réfléchi. C'est le seul moyen pour s'en sortir, pour améliorer le niveau de tout le monde. C'est très clair. Donc on arrête avec ça. Quant au collège unique, ce sont des vieilles lunes. Le problème, il est pas. Le problème, justement, il est dans le rapport avec ce rapport de confiance, de coopération qui n'existe pas. Et qui n'existe pas non plus, parce que c'est ça, c'est le comportement des uns et des autres qui fait que ce ne sont pas les structures, ce ne sont pas les moyens. Ça ne sert à rien de mettre de l'argent en plus. Enfin, ça ne sert strictement à rien. Il y a beaucoup d'argent déjà. Il y a beaucoup d'argent, mais ça ne sert à rien. C'est mal réparti? C'est pas une affaire de... écoutez, oui, la répartition, c'est... Moi, je fais des propositions. On ne peut pas piloter une académie rurale. On ne peut pas piloter, par exemple, l'académie de Limoges, pour la citer qu'elle, qui est composée de départements ruraux, comme on pilote l'académie de Versailles avec la Seine-Saint-Denis. Mais ça, ils en sont conscients. Vous n'êtes pas le seul à en être conscient. Oui, mais à un moment donné, il faut faire une proposition extrêmement forte et pas simplement être dans la plainte. Parler de tous les gens qui font l'état de il faut plus d'heures, il faut plus ci, il faut plus ça. Non. Il faut arrêter de différencier, il faut dissocier l'équité, l'égalité, et il faut donner l'État, le rôle de l'État, c'est de donner plus, comme dit la formule, à ceux qui en ont moins, et moins à ceux qui en ont plus. Vous voyez, je ne suis pas sûr que les besoins du petit gamin rural qui met 3/4 d'heure pour aller dans son école unique, dans l'école ou la classe unique, soit le même que le gamin
qui traversent le trottoir, là, ici, près de chez nous. Ça, c'est sûr. Donc, à un moment donné, c'est ça les propositions. Et pas simplement des plaintes et des plaintes et des plaintes, plus d'argent, plus de profs, plus ci, plus ça. Non, non, ça suffit, ça. Vous parliez à l'instant de mixité sociale, justement, comment rétablir le niveau scolaire des enfants, des étudiants, des élèves. Parlons justement de cette question-là, car c'est une vaste question et qui peut-être est une des principales, et notamment de l'IPS, l'indice de position sociale. En quoi c'est très important dans vos observations? Mais écoutez... L'IPS, c'est pas tant pour moi, c'est surtout un critère numéro 1 de pilotage pour ces fameux cadres supérieurs. Parce que chaque établissement est coloré avec l'IPS. Et le chef d'établissement et les équipes pédagogiques sont priés de rejoindre les attendus. Malheur à eux, malheur au chef d'établissement s'il n'y arrive pas, donc sa mutation sera en jeu. Et les enseignants seront considérés comme de mauvais pédagogues. Donc il faut absolument que le résultat de l'établissement scolaire coïncide aux attendus politiques qui viennent du ministère et du rectorat. Alors simplement, on attend en fonction de la composition sociale du collège un type de résultat. Mais vous savez ce qui se passe quand ça fonctionne mal, j'ai parlé de trucage. Eh bien, quand ça fonctionne mal, on change le thermomètre. Vous avez remarqué que pendant, par exemple, une quinzaine d'années, on a eu les évaluations en 6e. C'était les mêmes. Alors, on a commencé à faire une comparaison. La durée suffisait. Bien. Mais comme les résultats continuent à baisser, eh ben, on a supprimé l'évaluation. On change le thermomètre. Et maintenant, ce sont des évaluations tantôt au CP, tantôt au CM2. Enfin bref, on ne sait plus très bien. Ça change tout le temps. Comme ça, eh bien, il n'y a plus de problème puisque les chiffres sont déclarés corrects. Avoir créé l'IPS, l'indice de position sociale, pour vous, c'était une bonne chose de pouvoir comprendre, comparer et justement générer une mixité possible? Oui, parce que de toute manière aussi, c'est aussi un faux semblant, parce que vous avez... comment je dois dire, vous avez les objectifs pédagogiques liés à cet indice de positionnement social, mais ce n'est pas l'éducation nationale qui fait les secteurs scolaires, ce sont les élus. Ce sont les élus, le département, la région qui sectorise les établissements. La région pour les lycées, bien sûr, et le département pour les collèges. Donc vous avez des attendus de l'État, et puis vous avez aussi des attendus des élus. J'ai envie de dire, ils doivent rendre des comptes à leur population. Et donc vous avez un hiatus, des difficultés d'établir l'un avec l'autre. Et donc là aussi, immobilisme. On n'avance pas, on ne peut pas avancer, puisque les attendus des uns ne sont pas du tout les mêmes que les attendus des autres. On parle d'une école qui va mal, et c'est le titre d'ailleurs de votre livre, Pourquoi l'école va-t-elle si mal? Trucage, immobilisme, faux semblant, paru aux éditions de la Guillotine, Gilles Descas. Une école qui va mal aussi parce qu'il y a des professeurs qui vont mal. Des professeurs qui sont malmenés depuis des années, des professeurs qui sont en manque de reconnaissance, à la fois salariale, mais aussi de reconnaissance tout simplement statutaire, de reconnaissance de la difficulté de leur métier et de l'importance aussi de leur métier. Vous parlez aussi d'un manque, peut-être, vous fustigez très clairement ces équipes pédagogiques qui n'ont d'équipe que le nom. Est-ce qu'il y a un manque de solidarité aussi entre elles, ou est-ce que c'est parce que le système crée ce manque de solidarité et tout simplement un moment de départ? Je crois que voilà, vous avez raison. Enfin, c'est un repli identitaire massif auquel se livrent les enseignants, parce qu'ils voient des réformes qui se succèdent et qui, au bout d'un an, par exemple, prenons Parcoursup, n'aboutissent plus. On avait choisi Parcoursup pour intégrer les notes de spécialité, que les épreuves aient lieu en mars pour intégrer les notes dans Parcoursup. Voilà que c'est mis au mois de juin. Donc ça veut donc dire que pour ceux qui nous suivent, les épreuves de spécialité ne seront pas intégrées à la plateforme Parcoursup, effectivement. Voilà. Et donc vous voyez que les professeurs voient une réforme pour laquelle ils se sont, in fine, quand même mobilisés pour que les élèves aient du résultat. Et voilà, et ça n'aboutit pas. Mais ils sont aussi un petit peu, comment je veux dire, j'ai beaucoup aimé, moi, l'interview de Nicolas Domeron dans Télérama ces jours-ci. Il dit qu'il va falloir que les acteurs pensent contre soi. Et penser contre soi, c'est penser contre soi, évidemment, les cadres, j'en ai abondamment parlé, mais également les enseignants. Parce que c'est la fin du collectif? Penser pour soi? Non, penser contre soi, collectivement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, les syndicats qui représentent cette unité, eux aussi doivent s'interroger, parce que j'en parle aussi, chaque catégorie dans le livre, mais on pourra peut-être y revenir, mais les enseignants... On n'aura pas le temps, malheureusement. Voilà, mais les enseignants, eux, doivent considérer que... ils ont une forme
de repli vis-à-vis des élèves. Moi, je parle d'encodage du savoir. Je parle d'encodage du savoir parce que comment ça se fait que leurs enfants, qui ne sont pas plus intelligents, pas moins intelligents, fréquentent majoritairement les classes préparatoires et les concours? Comment ça se fait? C'est donc bien qu'ils ont une clé supplémentaire. Et donc cette clé supplémentaire, il faut peut-être que les enseignants la dévoilent à tous. Mais l'enseignant, il a aussi un parcours identitaire très fort. Et il a appris à obéir parce que obéir, ça lui a réussi. Il était le premier de la classe. Et il a, grâce à cela, réussi un concours difficile. Et donc, je détaille tout cela, c'est-à-dire cette espèce d'identité souterraine du professeur qui s'est toujours retrouvé seul avec sa copie et qui a donc, entre guillemets, noblement souffert pour avoir ce métier. Et selon lui, peut-être, ça c'est un inconscient collectif que je pense très fort, l'apprentissage se fait un petit peu sous la mode du mode de la souffrance. Hein. C'est-à-dire qu'un peu comme le philosophe de l'éducation, Alain, le dit, c'est-à-dire on ne peut pas apprendre en jouant, il n'y a pas d'apprentissage sans souffrance. Et c'est un peu ça aussi la philosophie sous-jacente et qui rend parfois délicat le lien qu'il y a entre les parents et puis le monde enseignant avec ses valeurs. Voilà un avant-goût donc du livre passionnant « Pourquoi l'école va-t-elle si mal » de Gilles Descartes, que je vous conseille, édition de la Guillotine, un livre que vous retrouverez partout, un livre qui parle évidemment d'une école qui va mal, des paralysies du fameux mammouth, l'expression qui avait été employée, et des incohérences, dévouement et ces désespoirs comme vous le dites aussi, mais aussi de ces espoirs, puisqu'il n'y a pas que le désespoir, il n'y a pas que de la colère, il y a aussi des propositions, il y a aussi des idées, il y a aussi une envie d'aller mieux, d'aller bien et de changer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Je vous en prie, merci. Merci Gilles Descartes. On marque une courte pause et on se retrouve. De retour dans le grand JT de l'éducation, émission spéciale justement sur la crise de l'école en France. Et si l'école semble aller si mal, il ne faut plus s'étonner qu'on ne trouve plus de profs. En tout cas, le titre de l'ouvrage de notre invité. Je suis ravie d'accueillir Sylvain Bersinger. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes économiste et donc auteur de ce livre. Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, paru aux éditions Henrik B. Vous avez également été professeur d'économie et de gestion au lycée pendant 3 ans. Je dis vous avez été car vous avez quitté l'éducation nationale. Pourquoi j'ai embrassé puis quitté la profession? C'est ma question forcément. Pourquoi j'ai embrassé la profession? Pourquoi j'ai passé 3 ans? Parce qu'en fait, j'ai été dans différents lycées. J'ai pas passé les concours, je n'étais pas prof titulaire. J'étais dans les lycées agricoles aussi pendant 1 an. Donc j'ai eu plusieurs expériences. Vous étiez contractuel? Oui, voilà, oui. Sur des durées. Formé sur combien de jours? Formé sur combien de jours? Ouais. Sur 0. Et non, en fait, pour revenir tout au début, j'avais commencé une thèse et donc j'avais fait quelques TD à la fac, donc les travaux dirigés que font souvent les thésards. Ça a été une première expérience qui m'avait plutôt bien plu. Et donc après, il se trouve que j'ai arrêté ma thèse, j'ai un parcours qui est un peu rebondi dans tous les sens, mais je me suis dit, j'ai bien aimé cette expérience-là, et donc je me suis dit, je vais candidater. J'ai candidaté sur Pôle emploi pour trouver des postes. Et donc j'ai fait un premier poste qui m'a plu, un premier remplacement d'un congé maternité, un autre. À quel titre vous étiez professeur? Où? Dans un... Alors le premier, c'était un lycée, alors c'était un lycée privé, mais privé sous contrat, Ouais. donc en fait, il n'y a pas de grosse différence avec les lycées publics. Moi, j'ai fait toute ma scolarité en lycée public. Professeur d'économie? Voilà, là, c'était... alors, à l'époque, c'était encore le bac ES. Maintenant, tout ça a été un petit peu redispatché. Économique sociale, ça se disait. Voilà, c'est les cours de ES, surtout en première terminale. Après, j'ai eu un peu de classe en bac pro, en seconde, etc. Après, j'étais 1 an dans un lycée agricole. Donc là, il y a des cours d'économie, gestion aussi, mais c'est un peu différent parce que c'est pas l'éducation nationale, c'est pas tout à fait le même programme. Beaucoup de classes de BTS aussi, donc c'est un peu différent. Et puis après, j'étais presque 1 an aussi dans un autre lycée, des cours généraux. Mais c'est vrai que au bout d'un moment, j'ai senti ma vocation s'éroder un petit peu. Et pourquoi elle s'est érodée? Qu'est-ce qui vous a pas plu? Je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a, il faut bien le dire, un côté disciplinaire, je ne sais pas comment le dire, mais il faut tenir les classes, il faut avoir une forme d'autorité, et c'est pas facile. Je veux dire, il y a des classes qui peuvent être rugueuses, il y a des classes avec lesquelles ça se passe très bien, il y a des classes où il faut vraiment savoir tenir sa classe
Moi, il y a des gens qui ont l'autorité naturelle. Moi, c'est pas mon cas. Et donc, oui, il y a des classes où clairement j'en ai bavé, quoi. Où vous avez des lycéens, des adolescents qui ont juste envie d'être ailleurs et de faire le cirque et de rire avec les copains. Et voilà, donc ça c'est une première difficulté. D'accord, mais ça, c'est davantage une question de personnalité, Voilà. de votre personnalité, ou est-ce que vous pensez que clairement, il y a un problème de défiance des élèves vis-à-vis des profs? Je pense que c'est en bonne partie une question de personnalité. Alors, de la défiance, il y en a. J'ai envie de dire, à mon avis, il y en a toujours eu. Qu'un adolescent de 15 ans ait envie d'un peu de titiller l'autorité, je pense que ça a toujours existé et que ça existera toujours. Oui, je vous confirme qu'à mon époque, ça existait déjà. Oui. Voilà, mais je pense que c'est éternel. Après, j'ai pas été dans des établissements qu'on appelle entre guillemets difficiles, où il peut y avoir des problèmes de trafic de drogue, de je ne sais quoi. C'était des établissements plutôt France profonde. Donc voilà, peut-être que dans certains établissements très spécifiques, c'est différent, ça je sais pas, j'ai pas d'expérience là-dessus. Bon, donc il y a ce côté-là qui, quand on n'a pas la fibre un petit peu, ou la poigne, peut être difficile. Et je pense qu'il y a un autre aspect, et c'est là-dessus que je mets l'accent dans mon livre, sur pourquoi est-ce que le métier a du mal à recruter. Je crois que c'est un côté, il n'y a pas vraiment d'évolution possible dans ce métier. C'est-à-dire que si on rentre à 23, 24, 25 ans, jusqu'à la retraite, grosso modo, on va à peu près faire toujours la même chose. Alors, on peut se mettre en disponibilité, on peut devenir inspecteur, proviseur, etc. Il y a des évolutions possibles, mais le gros de la carrière, globalement, c'est quand même de faire ça pendant 30 ou 40 ans. Et c'est vrai que, alors moi, j'aime beaucoup la pédagogie d'une manière générale, mais se dire, je vais faire que ça pendant toute ma vie professionnelle, d'arriver le matin devant ma classe, et bon, les choses alors on peut essayer de varier sa pédagogie, mais enfin, quand vous expliquez Adam Smith et John Maynard Keynes, c'est globalement un peu toujours la même chose. On peut réfléchir à une nouvelle manière de le présenter, mais enfin, il y a quand même un côté répétitif. Et je crois que ce qui m'a un peu, où je me suis dit, il faut que j'arrête, il faut que je me réoriente, c'est le côté de se dire, à l'époque, quand j'ai quitté l'enseignement, je devais avoir à peu près 30 ans, de dire, j'ai encore 30 ou 35 ans devant moi à faire ce métier-là. Mais est-ce que vous pensez réellement, à vous entendre, pour bien que les gens qui nous suivent comprennent, est-ce que vous pensez réellement que finalement ce métier n'était pas fait pour vous et qu'il ne vous plaisait pas, en fait, comme plein d'autres que vous auriez réitéré 1000 fois? C'est-à-dire que quand un boulanger fait son pain, eh bien son pain, il le fait tous les jours de la même manière et 1000 fois. Et c'est toujours aussi admirable. Est-ce que donc c'est un mauvais choix, selon vous, ou est-ce que vous pensez qu'il faut repenser complètement le métier de prof? Et donc, à ce titre, j'imagine que vous y avez réfléchi, comment le repenser? Alors, je pense qu'il y a un peu les deux. C'est-à-dire que c'est sûr qu'il y a plein de métiers qui sont répétitifs. Je ne dis pas que c'est que l'enseignement. Mais je trouve que quand on discute en salle des profs avec les collègues, on sent quand même qu'il y a beaucoup de collègues qui, ce côté un petit peu répétitif et de se dire, j'ai pas vraiment de possibilité d'évolution, de carrière, de changement d'ici la retraite. Je pense que ça pèse quand même sur beaucoup de gens. Et puis l'évolution salariale, peut-être. Alors l'évolution salariale aussi. Mon opinion, c'est que, alors c'est sûr que si on doublait tous les salaires des profs, ça arrangerait des choses. Après, il y a une équation budgétaire. Donc, mais je pense que mon ressenti personnel et de la plupart des collègues que j'ai pu croiser, je pense que l'argent n'est pas le plus important. C'est important, mais c'est pas le plus important. Je pense que s'il y avait de l'argent à mettre dans l'éducation, je pense qu'elle serait à mettre, alors pour certains, bas salaire, début de carrière, etc., mais aussi sur la qualité de l'environnement de travail. Par exemple, pouvoir dédoubler les classes, la qualité des locaux, etc. C'est-à-dire que je pense que les profs, la plupart des profs ne s'engagent pas dans cette carrière pour l'argent. Quand on est formé en très peu de jours, alors, votre cas, vous dites que vous n'avez carrément pas été formé du tout. Alors j'étais un tout petit peu en cours de route, mais non, sinon... Voilà, donc quand on n'est pas formé du tout et qu'on intègre une classe, ça ne s'apprend pas à être prof, c'est un métier. Est-ce qu'on n'est pas aussi perdu face à cette pédagogie qu'on va mettre en avant? Parce que certes, les connaissances en sciences économiques et sociales, vous les avez, a priori, mais... apprendre, transmettre, ce n'est pas du tout évident. Ça l'est pour nous tous. Moi-même, si je dois faire un cours sur la communication ou le journalisme, je pense que j'aurais besoin de formation pour cela. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est que vous avez raison. La question, c'est comment former un prof? Moi, je pense que l'enseignement, c'est avant tout faire passer un courant entre des êtres humains, concrètement, entre un prof et un public. Et j'ai eu en cours de route quelques formations qui ne m'ont servi à rien, il faut dire ce qui est, parce que je pense que c'est très difficile de former un prof. Parce qu'en fait, il faut former comment vous faites passer une passion, un courant, une idée, entre une électricité, je ne sais pas comment appeler ça, entre des gens. Et je pense que c'est très difficile de vraiment former un prof.
Et les expériences de formation que j'ai reçues m'ont laissé un petit peu sceptique dans le sens où j'ai rien appris. On m'a Peut-être qu'il faut le repenser, la pédagogie, voilà, alors, dans ces cas-là. Je pense que des formations, très bien, mais des bonnes formations. Et ce que j'explique dans le livre, c'est qu'à mon avis, des fois, on fait des formations juste pour dire qu'on fait des formations. Et en gros, on vous explique, pour vos cours, soyez dynamique, soyez motivé, etc. Arrivez à en jouer plutôt qu'en tirant la gueule. Ok, j'y avais pensé déjà. Donc je pense que c'est très difficile de former les profs. Et j'ai pas d'idée comment faire pour former un enseignant. Mais il faudrait peut-être revoir la manière dont on forme les profs. Alors, ce livre, et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, donc c'est une réédition d'un précédent ouvrage sur le même thème intitulé « Monsieur, on peut fermer la fenêtre ». 4 années séparent ces deux ouvrages. Il y a eu beaucoup de changements pour vous au sein de l'éducation. Qu'est-ce qui s'est passé? Changement bon, changement mauvais? Qu'est-ce qui a fait que ce changement de titre? Alors en fait, d'une part, j'avais refait quelques TD, quelques cours en fac entre-temps, donc j'ai un peu réétoffé avec d'autres expériences, alors plutôt sur le côté universitaire. Et puis, il y avait aussi toute la fin où en fait ce livre, c'est beaucoup un partage d'expériences. Et on trouvait avec mon éditeur qu'on ne capitalisait pas assez sur cette expérience pour en tirer un peu des conclusions un peu plus générales. Donc voilà, on s'est dit, le premier livre était pas mal, mais on peut le retravailler. Alors après, des changements, il y en a eu, notamment au lycée, le bac a été modifié de fond en comble. Moi, j'ai plus réenseigné dans cette nouvelle formule du bac. J'en ai discuté un peu avec des anciens collègues ou autres. Je trouve que c'est quand même... Alors je ne dis pas que ces réformes sont mauvaises, mais je trouve que c'est beaucoup de changements. Et je doute un petit peu de l'intérêt final. Je ne dis pas que c'est catastrophique, mais alors le bac a été ramené au printemps. Maintenant, après, on le remet fin juin. Les spécialités du bac. Les spécialités, oui, pas toutes les épreuves, mais enfin les spécialités. Je trouve qu'il y a beaucoup de changements un peu dans tous les sens. Et à l'arrivée, je me demande un petit peu... est-ce qu'on n'aurait pas pu laisser l'ancien bac? Est-ce que ça a vraiment apporté quelque chose, tous ces chambardements? Vous auriez préféré qu'on procrastine? Qu'on ne change rien? Qu'on procrastine, je ne sais pas si c'est le terme, mais des fois je trouve qu'on change un petit peu juste pour dire j'ai fait ma réforme. J'en discutais avec un collègue un peu qui est dans les syndicats, donc qui suit tout ça de près, un peu les discussions. Elle a cette impression que je partage un peu, que des fois on a un peu le ministre qui a envie de faire sa réforme pour dire regardez, j'ai fait ma réforme. Voilà, c'était une sacrée réforme. Jean-Michel Blanquer quand même. C'était une sacrée réforme. Initiée par Blanquer, poursuivie par Pape Ndiaye et maintenant par Gabriel Attal. Je suis d'accord, mais le résultat, je sais pas si c'était forcément une si bonne idée. On l'a vu sur les maths, alors on a tout changé, les programmes. Moi, je connais pas les maths, j'ai pas enseigné, mais j'ai entendu les débats, on a changé beaucoup de choses. Après, on a dit, on fait un peu de maths quand même. On fait, très peu en lycée, parce que au lycée, c'est très peu mathématisé l'économie, mais... et après, tout le monde se plaignait qu'il n'y avait plus assez de maths, donc on a remis des maths. Donc voilà, je trouve que ça fait beaucoup de chambardements. Est-ce qu'il fallait faire tous ces chambardements pour ça? Je ne sais pas. Vaste question, justement. Je vous conseille donc le livre de Sylvain Bersinger, Et ça vous étonne qu'on ne trouve plus de profs, aux éditions Henrik B. Voilà, livre à trouver dans toutes les bonnes librairies. Merci d'avoir été avec nous sur ce plateau. Tout de suite, on va retrouver Guillaume Blanc pour sa chronique. Guillaume, place à votre chronique et un sujet d'actualité dont vous nous avez parlé dans l'actualité en bref. Les crèches privées sont pointées du doigt par 2 ouvrages. La France n'est pas la seule concernée. Non, on va redonner les noms de ces 2 livres déjà. B-Business et Le Prix du Berceau. Le gouvernement français a annoncé ce week-end vouloir renforcer les contrôles. 4 groupes privés seront d'ailleurs convoqués cette semaine. Ailleurs, dans le monde, là aussi, il y a des problèmes dans les crèches. On pense par exemple au Japon ou au Royaume-Uni. On va prendre déjà la direction du Japon, où le découpage ne se fait pas en tant que crèche publique ou en tant que crèche privée, ni entre crèches agréées et non agréées, mais elle répond tout simplement à des normes très strictes. De ce fait, il existe de très gros problèmes avec des crèches non agréées qui sont beaucoup moins encadrées, l'emploi de personnes non qualifiées, dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre dans le pays, nourriture inadaptés également et pas bon marché, et des enfants qui sont parfois d'ailleurs livrés à eux-mêmes dans ce pays. Le fait par exemple qu'un simple enregistrement auprès des autorités suffise, par exemple pour ouvrir une crèche, oui c'est extrêmement simple d'ouvrir une crèche au Japon, c'est insuffisant, ça pose de gros problèmes. Il faudrait tout simplement unifier en fait un petit peu ces demandes de manière à ce que toutes les crèches qui ne sont pas agréées le soient et que les contrôles soient gérés de la même manière et toutes de la même façon. Alors
le gouvernement japonais a facilité l'installation de crèches privées non certifiées et a donc résolu le problème de la file d'attente, car ça aussi, c'est un problème que l'on connaît aussi en France. Beaucoup de monde souhaite mettre son enfant dans la crèche, mais peu de place. C'est le cas donc au Japon, ce problème a été réglé, mais ça a nourri tout simplement un marché très lucratif, car des entreprises qui n'ont pas forcément des compétences ou encore le personnel décident tout simplement d'ouvrir des crèches. Dans ce cas, c'est plus simple, effectivement, d'avoir de la place. Oui. Effectivement. Après, est-ce que le service est bon ? Ça, c'est ce problème. Il y a aussi un autre problème, cette fois-ci, on va changer de pays, si vous le voulez bien, à partir du côté du Royaume-Uni. Alors, pas de livre, cette fois-ci, pour dénoncer le système, mais là, de nombreux scandales qui ont mené à la fermeture de certaines crèches. Un drame, par exemple, a marqué le pays, toujours en Angleterre. Un bébé d'1 an est décédé. Pour l'instant, l'enquête, elle est toujours en cours. Les circonstances exactes de ce décès n'ont pour l'heure pas été déterminées. 3 membres du personnel ont toutefois été arrêtés pour homicide involontaire par négligence. Selon la presse locale, certains enfants étaient régulièrement frappés. On n'en est pas arrivé là encore en France, mais de ce qu'on a pu lire dans les 2 ouvrages qui ont été publiés, ça n'est pas tout rose. Bon, les crèches anglaises sont en très grande majorité privées. Le gouvernement ne finance pas de mode de garde régulier pour les enfants de 3 ans. Il y a ce qu'on appelle toutefois les Children's Centers, des centres pour les enfants. Là, vous pouvez les déposer 1 à 2 fois par semaine pour quelques heures, mais ce n'est clairement pas un mode de garde pour les parents qui travaillent tout simplement à plein temps. Alors le système va drastiquement changer l'année prochaine au Royaume-Uni avec de nouvelles aides financières de la part du gouvernement, mais actuellement, notez bien, pour faire garder son enfant de moins de 3 ans, ça coûte extrêmement cher là-bas, entre 1 200 à 2 500 € pour une place en crèche à plein temps. Alors même si privées, ces crèches sont tout de même soumises à des contrôles gérés par le ministère de l'Éducation, ça ne suffit pas. Sur les 65 000 structures, crèches ou assistantes maternelles disponibles dans le pays, 290 d'entre elles quand même ont dû fermer leurs portes l'année dernière en raison d'un mauvais traitement ou encore de mauvaises conditions pour ces enfants. Avec en plus ce drame, ça n'a pas arrangé les choses au Royaume-Uni. Merci pour toutes ces informations précieuses, Guillaume. Tout de suite, on va retrouver Malika Maynard dans Souvenirs d'écolier et cette semaine, son invitée est la danseuse Inès Vandamme. T'étais quel genre d'élève? Oh, j'étais la première de la classe. Et tu sais vrai qu'aujourd'hui, mon surnom, c'est première de la classe. Mais même encore maintenant, quand tu te lances dans l'animation, tu y vas à fond. Ouais, et puis tu sais, moi... T'es exigeante, en fait. Je suis très exigeante envers moi-même et envers les gens que j'aime aussi. Je suis pareil. Ouais, je sais. On a le même signe astrologique. On est cancer. Et une élève modèle. Rien que ça. Franchement, jamais en retard. J'ai jamais été collée. J'ai jamais eu une heure de colle. Et je voyais tous mes copains à l'heure de colle. Et t'étais très sage. Oui, mais j'étais quand même la bonne copine parce que j'étais amie avec les cancres de la classe. Je leur donnais les réponses. Tu vois, j'étais pas la première de la classe qui donne pas la réponse. Et toute ta scolarité première de la classe? Ouais, quasiment. Les félicitations, ce genre de choses? Ouais. C'est important pour moi parce que je voulais que ma mère, elle soit fière. Elle a eu qu'un enfant, elle a tout misé sur moi. Alors miser, c'est peut-être pas le bon terme, mais... T'étais la seule à pouvoir la rendre très heureuse. Ouais. C'était moi et moi, donc... T'étais bavarde un petit peu? Je suis très bavarde aujourd'hui, je n'étais pas trop bavarde en classe. Non, parce que j'avais peur d'avoir cette appréciation-là et que ma mère m'en veuille. Donc vraiment, j'étais... je débordais pas. Mais t'as gardé des amis de l'époque qui peuvent témoigner de la première de la classe? C'est vrai? J'ai encore tout le monde. Mais écoute, non. Si, j'ai encore tout le monde. Et j'ai d'ailleurs mon groupe de copines du collège et du lycée qui on s'écrit sur WhatsApp tous les jours. Et c'est mes meilleures amies. Du collège et du lycée. Ouais. Est-ce que tu gardes que des bons souvenirs de cette période de scolarité ou il y a eu des moments difficiles? Quand on est bon élève, en général, c'est plutôt bien. Je garde que des bons souvenirs. Bah oui. Je garde vraiment que des bons souvenirs avec les profs, des bons souvenirs avec mon établissement, des bons souvenirs avec mes amis, des bonnes parties de rigolade. Moi, le lycée et la terminale, ça a été ma meilleure année. Et justement, si je te demande un souvenir d'écolier précis à nous partager? Alors, un souvenir précis, dans mon établissement, donc le lycée Jean Bart, il y avait un escalier et on se donnait tout le temps rendez-vous à l'escalier et c'était le rendez-vous un peu... C'était les dates? C'était un peu le rendez-vous des dates, ouais. Mais moi, je voyais les dates des copines parce que moi, je faisais pas de dates. Mais non. Non. Moi, je faisais pas de dates, je pensais qu'à l'école et à la danse. La danse, ça commence à quel âge? 3 ans. Ah oui, d'accord, tout de suite. Ah, tout de suite. Ça commence même dans le ventre de ma mère, je pense, qui est prof de danse. Elle était prof de danse? Ouais, elle l'est toujours aujourd'hui. Ok. Et moi, c'était la danse, l'école,
les copines, mais surtout la danse. Et pas les garçons. Pas du tout. J'ai embrassé mon premier petit copain, j'avais 15 ans et j'ai pleuré. Pourquoi? Mais pourquoi j'ai fait ça? Toujours. Il s'appelait Léo, je l'embrasse. Cette fois-ci sans pleurer. Ouais. Est-ce que tu avais une matière préférée? Je suis pas certaine que j'avais une matière préférée, ça dépendait des profs chaque année. J'ai le souvenir de ma prof d'anglais que j'adore, Madame Tisserand. C'est plus ma prof d'anglais aujourd'hui, tu sais, j'ai encore l'impression que c'est ma prof d'anglais. Je l'embrasse et je vois qu'elle commente tout ce que je fais sur Facebook. Ah, en plus, elle te suit encore. Mignonne, ouais. Voilà. Et tu parles bien anglais, du coup? Pas vraiment. Je comprends bien, je parle plus ou moins, mais j'étais pas la meilleure élève en classe européenne, je dois l'avouer. Et est-ce que tu avais une matière cauchemar? Alors, ça va être très bizarre ce que je vais dire, mais je détestais la musique. Alors que pourtant, on peut se dire avec le rythme danse, au moins, oui. tu vois. Mais on faisait rien, c'était n'importe quoi. C'était vraiment... La flûte? Je te jure qu'on faisait de la flûte, Malika. Oh, alors là, vraiment, j'ai pas compris. Même si, attention, hein, je respecte. Mais en fait, je me souviens que c'était le chaos dans la classe. Et moi, en tant que première de classe, je supportais pas le chaos. comprenais pas que vraiment il y avait le chaos. Calmez-vous. Et donc, je le détestais parce que je voyais tout le monde s'énerver. Et du coup, ça m'exaspérait. Il n'y avait pas d'apprentissage, en fait. J'ai Et toi, tu voulais apprendre. rien appris. Et ça m'a gênée. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain pour la suite de Souvenirs d'écoliers, toujours en compagnie d'Inès Vandamme. À demain. Merci Malika et à demain. Merci également à Inès Vandamme. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. Mon désir, c'est se recréer ce réel qui ressemble à la vraie vie. Alors comment on s'y prend? Beaucoup de documentation. On lit énormément de documents, de témoignages de profs. Je regarde beaucoup de travaux journalistiques, des reportages, j'essaie de comprendre l'humeur, l'ambiance, qu'est-ce qui se passe dans les collèges aujourd'hui. Et puis on rencontre un peu des profs, évidemment. On parle avec eux. On imagine des acteurs qu'on aime, avec qui on a déjà travaillé. Il y a une bonne bande de fidèles. Évidemment, Vincent Lacoste. C'est lui qu'on suit, c'est le fil rouge du film. Ouais. C'est le point de départ, en fait. Point de départ, et après, c'est un peu ce qui... Oui, voilà. La découverte du métier par ce personnage. C'est la découverte du métier par ce personnage dont on entend souvent parler, c'est-à-dire le prof contractuel, ce prof qui n'a pas eu le temps d'être formé, et c'est vraiment une des grandes difficultés aujourd'hui qu'on peut rencontrer, et que les jeunes profs rencontrent, peu formé, voire pas formé du tout, et qui se retrouve projeté dans un collège. Mais la chance qu'il a, parce qu'avant tout c'est un film de groupe, c'est un film sur le collectif, il a la chance de tomber sur quelque chose d'assez rare, mais qui fait quand même la richesse de certains établissements, c'est une cohésion très importante, une solidarité entre les profs. Et c'est ce que j'allais vous demander, c'est-à-dire qu'il y a un personnage en plus et qui n'a pas son nom générique, c'est la salle des profs. C'est une entité à part entière. Salle des profs, salle de garde, vous avez beaucoup filmé la médecine, vous êtes médecin vous-même, ça fonctionne la comparaison? Bien sûr, parce qu'en fait, ce qui m'intéresse, c'est les coulisses, moi. C'est les coulisses d'un métier qu'on connaît mal, et vous aurez remarqué, vous êtes bien placé ici pour le savoir, c'est un métier... Notamment enseignants, on a tendance à toujours expliquer aux enseignants comment ils devraient mieux faire leur travail. Ouais. C'est comme les médecins, mais pour les médecins, on a Doctissimo maintenant, donc on est meilleur que vous. Alors qu'en fait, on le méconnaît souvent, ce métier. Et on parle souvent à leur place. Et moi, ça m'a intéressé d'aller me dire, mais à quoi ça ressemble, en fait, ce métier? Et qu'est-ce qui se passe dans cette salle des profs? Qu'est-ce qui se passe dans les coulisses d'un établissement scolaire? Et c'est la question aussi que je me posais quand j'étais gamin, et que cette salle des profs, on n'y met jamais les pieds, en fait. Ça s'appelle Money Walkie. Moi, ma petite sœur en a. Elle adore. Mais qu'est-ce que c'est? Alors c'est très simple, c'est un petit moyen de paiement en définitive qui est relié à une application et qui permet de payer sans contact chez tous les commerçants, en France mais pas que, on peut même l'utiliser dans le monde. On a beaucoup de clients notamment qui l'ont utilisé pendant les vacances, pendant les déplacements, quand ils ont envoyé leurs enfants en colonie ou dans des petits séjours linguistiques. Comment vous avez eu l'idée d'inventer cet objet? Alors tout est parti d'une idée un peu personnelle. En fait on cherchait il y a maintenant 4 ans une solution pour notre fille qui avait 10 ans à l'époque et on cherchait une solution pour lui donner un petit peu d'argent en permanence sur elle et on voulait être sûr qu'elle n'allait pas se le faire voler, qu'elle n'allait pas le perdre ou tout simplement qu'on allait savoir à peu près ce qu'elle faisait avec cet argent quand on n'était pas là. Et on a un peu scruté la place et on n'a rien trouvé de satisfaisant. Et donc très naturellement, on se dit qu'il fallait peut-être créer cette solution parce qu'elle n'existait pas. Et donc on a couplé ça en fait d'un constat peut-être plus
problématique. On a surtout compris que nos enfants n'étaient pas élevés ou ne recevaient pas une éducation sur la partie financière de la part de l'école. Je pense que les programmes sont déjà bien chargés, il n'y a plus de place pour ce sujet-là. Et donc on s'est dit qu'il fallait que ce petit objet soit à la fois ludique et intelligent et qui se couple d'une dimension éducative pour faire grandir nos enfants et pas les pousser dans le consumérisme tout simplement. Et donc on s'est lancé, on a fait plein de tests, on a rencontré plein de gens et de là est né d'abord un petit panda, avant même le petit renard. Voilà. Dans un instant, une rentrée, je le disais, dans le sommaire placée sous le signe de l'inflation, comme toutes les villes, comme toutes les communes de France, c'est la priorité des priorités. Cette lutte contre l'inflation et aider tant que possible les familles. Alors c'est vrai que la ville, de toute façon, subit l'inflation, puisque nous avons en effet des augmentations extrêmement importantes au niveau des coûts pour l'alimentation, par exemple, ou pour les fluides, pour tout ce qui est autour du fioul aussi, même si nous avons une politique pour rénover nos chaudières. Mais nous n'avons pas souhaité, cette année encore, reporter ces augmentations sur les familles, parce que nous savons à quel point elles aussi sont impactées et nous sommes dans une ville où le revenu par habitant n'est pas très élevé. On parle de quelle augmentation concernant justement les matières premières? Quel coût supporte au final la ville de Clermont-Ferrand? Alors c'est vrai que si on compare les coûts, les 6 premiers mois de 2022 et les 6 premiers mois de 2023, nous avons une augmentation de 15% du coût au niveau de l'alimentation. Donc c'est un peu plus de 100 000 euros et donc certains produits étant de base parfois. Le film essaie de montrer la difficulté, en effet, de ce métier, de vivre avec ce sentiment, pas toujours d'être à la hauteur, aussi de montrer comment les profs vivent mal l'échec. L'échec de l'élève, c'est quelque chose qui est douloureux pour eux. La grande difficulté de marier vie intime, vie personnelle avec vie professionnelle, parce que c'est des métiers où le on-off, il n'existe pas. Quand on rentre chez soi le soir, on rentre aussi avec les problèmes de la journée, avec les élèves qui vont pas bien. Et alors être le prof de ses enfants, c'est très compliqué. Dans le film, c'est même impossible. Ils sont en grande galère. Tous vos personnages ont des problèmes avec leur môme. Alors je dirais quand même pas tous, mais c'est vrai. Alors Louise Bourgoin, c'est terrible. On va pas raconter, mais elle lui arrive vraiment quelque chose de très difficile. François Cluzet, il a ce truc qu'ont les profs, il est en partie responsable pour le coup, il a ce truc de beaucoup de profs qui mettent beaucoup d'exigences scolaires sur leurs enfants. C'est un peu l'enfant de prof qui réussit pas à l'école, c'est un peu double punition pour les parents, c'est un peu le mauvais parent et le mauvais prof à la fois. Donc il a du mal à le vivre. Il a un conflit avec son fils qui est lié aux études. Adèle Exarchopoulos. Et Adèle Exarchopoulos, elle nous ressemble, c'est-à-dire qu'à un moment donné, elle fait les devoirs de son fils et ça finit par lui porter un peu sur les nerfs. Voilà, mais d'un autre côté, elle est très différente avec ses élèves. Avec ses élèves, elle réussit très bien. C'est un modèle c'est un modèle d'empathie, de patience, Et elle a un truc particulier qui était important pour moi. C'est à la fois c'est peut-être la meilleure prof du groupe, et en même temps c'est celle qui dit qu'elle n'était pas une très bonne élève. Et ça j'aime bien cette idée parce que je l'ai beaucoup lu dans ce que j'ai lu, ce que j'ai pu. C'est ce que j'allais vous dire. On retrouve ça régulièrement. Voilà, il y a plein de profs qui n'étaient pas obligatoirement des premiers de la classe. Et oui, Irina, on le disait effectivement, étudier à Clermont-Ferrand n'a jamais coûté aussi cher. C'est vrai, le syndicat étudiant UNEF a publié le classement des villes universitaires selon le coût de la vie étudiante. Alors d'après le rapport, on remarque que le coût en général de la vie étudiante sous le premier quinquennat du président Emmanuel Macron a augmenté de 16,8%. Sur l'année 2022, il y a une hausse de 6,47%, ce qui représente plus de 428 € en plus. Alors plusieurs facteurs peuvent expliquer cette hausse. Tout d'abord, l'inflation due à la crise ukrainienne qui atteint plus de 6% et qui impacte fortement les étudiants, ou encore la hausse des bourses de 4% qui représente entre 4 et 20 € par mois selon l'échelon de bourse et qui n'est pas suffisant face à un coût de la vie de 35 € de plus par mois. Et pourtant, Clermont-Ferrand apparaît dans les villes les moins chères de France. Et effectivement, Clermont-Ferrand se hisse à la 10e place du classement des villes les moins chères. Le Mans, Saint-Étienne et Limoges sont le top 3, mais au total, l'UNEF estime une augmentation de 6,30% par rapport à 2022, une hausse importante face à la précarité étudiante grandissante. Et selon la Fédération étudiante d'Auvergne, les étudiants devront débourser 2 747 € pour cette rentrée à Clermont-Ferrand. À partir de quel âge on devrait commencer à parler d'éducation financière à nos enfants, dès qu'ils savent
À partir de 6-7 ans, l'enfant s'y intéresse parce qu'il voit son parent régulièrement payer à la boulangerie ou dans n'importe quel commerce. Donc, il y a une sensibilité, il y a une envie de comprendre. Donc, on peut commencer à en parler. Les enfants comprennent très, très bien de quoi on est en train de parler. Ensuite, ils ont besoin d'avoir un usage plus personnel à partir de 10-11 ans. C'est-à-dire l'âge où on voit commencer à apparaître les premiers achats personnels. C'est 9 ans et demi en France, donc c'est assez tôt. Quand je parle d'un achat personnel, c'est un achat fait par un enfant pour lui. Et à partir de 10-11 ans, ils vont multiplier les différents achats pour leurs copains, pour les frères et sœurs, pour la fête des mères. Donc les opportunités sont nombreuses. Gardez en tête quand même que les enfants voient l'argent entrer très souvent de manière assez sournoise dans leur vie, par la petite souris, qui vient leur apporter souvent une pièce lorsqu'ils perdent une dent. Donc l'argent arrive assez tôt dans leur vie en définitive. Et donc c'est intéressant de tout de suite leur expliquer à quoi ça sert. C'est la fin de cette édition. Merci à vous tous de nous avoir suivis. schooltv.com pour voir et revoir toutes les émissions. Canal 247 sur les Freebox, canal 217 sur les box Orange. Merci pour vos petits mots. Vous nous écrivez, on vous répond. Aujourd'hui à la réalisation, un grand merci à Xavier Sanchez. Au son, c'est Saïd Mamou. Le maquillage, Laure Audemont. Et Laura Girard et Emma Ferré à la rédaction. Très belle soirée à tous. Ciao. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation avec Microsoft.